Il est 16 heures, nous reprenons le direct pour ces assises des délais de paiement, toujours dans les conditions que je vous ai exposées depuis ce matin, les conditions les plus précautionneuses en matière d'éloignement physique, de respect de la distanciation sociale. Nous continuons ce plateau. Alors tout à l'heure, nous nous sommes quittés au moment où on évoquait les outils et solutions en faveur du respect des délais de paiement. Et ces respects de délais de paiement, ces solutions, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les clients. Et il y en a un qui est en notre compagnie, c'est Antoine Gaudin. Vous dirigez meilleursagents.com, c'est ça? Bonjour Rachid, bonjour toutes et tous. Je suis responsable administratif et financier chez Meilleurs Agents. Vous êtes le financier, donc effectivement, on est au cœur du sujet là avec vous. Vous êtes un client d'une des sociétés qu'on a rencontrées tout à l'heure, mais le nom m'échappe tout de suite. GoCardless. C'est GoCardless, absolument. Ouais. Donc voilà, on est dans la continuité. Jérôme, une première question. Alors oui, ce qui nous intéresse, c'est justement pourquoi avez-vous choisi ce produit, quelle était la problématique, les recherches que vous avez faites, et de nous dire l'utilisation du produit maintenant aujourd'hui. Le premier point, c'est que déjà chez Meilleurs Agents, depuis que nous sommes tout bébés, il y a vraiment une culture du prélèvement. C'est dans l'ADN de la boîte. Pour faire très simple, depuis quasiment toujours, c'est monté en puissance, mais maintenant nous sommes actuellement à 90% de nos clients qui sont prélevés. Et c'est quelque chose qui a toujours été ancré chez nous, ne serait-ce que parce que, à plus forte raison, quand vous êtes une petite entité qui croît très fort, le cash, c'est central. Et le prélèvement, là, est vraiment un moyen d'aide primordial. Et pourquoi avoir choisi GoCardless? Vous avez fait une étude de marché, vous avez regardé les produits autour? Bien entendu, faut toujours mettre en concurrence les prestataires, mais le gros point fort qu'avait GoCardless, qu'a toujours GoCardless, c'était l'intégration vis-à-vis de Salesforce, parce qu'on est passé aussi sur Salesforce de la contractualisation au flux de facturation, ce qui à l'époque déjà était un peu une première en France. Et c'était très important qu'on puisse raccorder Salesforce à GoCardless pour passer en prélèvement tous nos clients qu'on migre toujours, nos 9500 clients maintenant. Et donc, par exemple, la mise en relation, enfin, disons, de s'occuper de l'interface, etc., ça a pris combien de temps, en gros Ça a été une affaire de quelques mois, je pense, de la rédaction du cahier des charges, des échanges entre opérationnels chez GoCardless et chez nous, à l'implémentation. Voilà. Et maintenant, c'est du SAV qu'on a de manière régulière. Et votre client, c'est du B2C, du B2B? Nous avons les deux. Les deux? Oui, nous avons les deux, sachant que le gros du business chez nous est vraiment opéré via la plateforme. C'est 80% en fait de notre chiffre d'affaires qui est réalisé via la plateforme, où on parle plutôt de B2B dans ce cas-là. D'accord. Et justement, si je peux vous demander le cœur de votre activité, cœur d'activité de Meilleur Agent. Oui, c'est vrai. On peut le mentionner effectivement. Oui. Alors, on propose une plateforme qui offre de la visibilité aux agences immobilières. Et qui va mettre en relation les particuliers qui sont vendeurs de leurs biens. Et j'insiste bien sur le vendeur, c'est ça qui est crucial sur ce qu'on propose, qui va mettre en fait en relation les vendeurs et les agences immobilières. Typiquement, vous avez un bien que vous souhaitez vendre, vous allez faire une estimation via notre plateforme, c'est complètement gratuit pour le particulier. Et à la fin, vous serez, si vous décidez, si vous déclarez vendeur, vous serez mis en relation avec une agence qui sera, grâce à de la data science, finalement très pertinente sur le
là, chez vous. Quasiment. Voilà, quasiment. C'est vraiment quelque chose où je pense que la boîte a maintenant plus de 8 ans. Et bon, je n'ai pas vu son initiation, mais concrètement, le transfert vers le prélèvement, à mon avis, s'est opéré très tôt parce que simplement, vous le mettez en concurrence avec du virement ou du chèque et ça n'a plus rien à voir. Voilà, il y a vraiment. Donc la question s'est pas posée pour vous en fait. Enfin, elle s'est posée, mais vous y avez répondu rapidement. Oui, complètement, je pense. Il y a probablement un petit coup d'entrée parce qu'on est en train de parler finalement de logiciel et de quelque chose à implémenter, comme je vous le disais. Voilà, c'est mettre des opérationnels chez GoCardless par exemple et chez nous en face-to-face. Il y a une implémentation à faire. C'est sûr que c'est un petit peu plus long à mettre en place que simplement mettre un RIB sur une facture et attendre le virement ou le chèque. En revanche, le gain est incommensurable comparé à ces deux autres moyens de paiement. Voilà. Typiquement, ça va être votre délai de paiement qui va bien baisser. Je pense que nous, à l'heure actuelle, alors pré-Covid quand même, parce qu'il faut quand même admettre que le Covid a eu un petit impact. On était aux alentours de 30 à 35 jours de délai de paiement chez les clients, ce qui est bien. Et premier point, donc déjà le délai de paiement en lui-même. Après, ce qu'on appelle le churn, qui est votre taux d'attrition finalement. Donc, finalement, les clients que vous allez perdre ou qui vont passer sur des produits autres et la plupart du temps plus faiblement pricés. Voilà, ce churn-là, il baisse aussi. Voilà, ça nous a permis de passer notre taux de churn de 25 à 18-19%. Voilà. Après, bon, c'est un bon point pour la fraude, forcément. Le client va devoir remplir un mandat CEPA. Il y a des contrôles. C'est un bon point pour éviter la fraude. Hein. C'est pas un bon point pour la fraude. Oui, contre la fraude, pardon. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Donc voilà, il y a incontestablement que des avantages de notre point de vue. Mais ça se fait sur la plateforme, c'est-à-dire je suis une agence immobilière, j'ai envie d'utiliser vos services. C'est au moment de l'ouverture de compte que vous allez accorder ou pas à ces agences immobilières. Complètement. Vous allez demander... L'agence immobilière ne sera pas visible sur la plateforme tant que elle n'aura pas eu ce qu'on appelle chez nous le welcome call. Ouais. Et à ce titre-là, il faudra aussi qu'elle renseigne un moyen de paiement. Voilà. Vous disiez, Antoine, que les statistiques dont vous pouvez faire état, c'était pré-Covid. Sans être indiscret, la période Covid dont on sort, elle vous a impacté de quelle façon, le secteur immobilier notamment? Alors, donc il y a déjà deux choses qu'il faut distinguer. C'est assez prosaïque ce que je vais dire, mais c'est le chiffre d'affaires et les flux cash de trésorerie que vous allez avoir à côté. Sur le chiffre d'affaires, nous n'avons pas fait de remise ou de discount spécifique. Donc, ça nous a finalement relativement peu impacté. À l'heure actuelle, par rapport à l'année dernière, on est quand même sur une croissance de 25 à qu'on a proposé, c'est quand même sur la période de confinement, des reports d'échéance qui ont pour le coup été prélevés sur septembre-octobre. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc ils sont décalés vers septembre-octobre. Ont été décalés. Après, et notamment grâce à GoCardless, c'est vrai que ça, je l'ai pas précisé, mais vous avez aussi une certaine visibilité sur le cash et au-delà de ça, sur les explications entre finalement la demande de prélèvement que vous faites et ce que vous encaissez réellement. Donc vous pouvez mesurer un taux d'échec qui a un taux d'opposition, c'est complètement légal. Vous avez 8 semaines pour faire opposition au prélèvement qui vient d'être fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure constamment et finalement, on ne l'a pas vu s'envoler. Voilà. Donc, il y a eu un petit effet là-dessus, mais de manière relativement faible finalement. Eh bien, on vous souhaite que ça dure. Comme l'on dit. Jérôme, une dernière question peut-être? Non, vraiment merci de cette présentation. Moi, je pense que c'était intéressant que vous disiez aussi, les prélèvements, on peut les modifier, comme avait dit GoCardless, et vous l'avez vu, et vous l'avez dit pendant cette période. Donc, il y a une simplicité. Si on était dans une LCR directe, on serait obligé de rappeler la traite pour la représenter, alors que là, vous faites ça tout à fait facilement. Oui, c'est actionnable assez facilement et au-delà de ça, c'est vrai que ça représente un gain de temps pour tout le monde, à la fois pour l'agence elle-même, mais aussi pour les opérationnels chez Meilleurs Agents. Écoutez, un grand merci. Oui, merci infiniment. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour un autre témoignage client sur la question des délais de paiement. À tout de suite.
Retour en direct avec Jérôme Mandrian pour ces 7e assises des délais de paiement. On continue de vous présenter un certain nombre de témoignages de clients. Comme je le disais tout à l'heure, c'est eux finalement qui parlent le mieux des solutions que nous leur avons proposées et qui leur ont été proposées en début d'après-midi. On va voir maintenant un client d'une des sociétés qu'on a vu tout à l'heure, la société BNP Paribas Parifactor. Qui nous a proposé d'entendre et de découvrir Olivier Granger, qui dirige la société Trax Distribution. On l'écoute tout de suite. Bonjour tout le monde, donc Olivier Granger, donc je suis le président de Trax Distribution. Donc Trax Distribution fait partie d'un groupe de sociétés, on existe depuis 2010. Nous distribuons des produits informatiques aux grandes surfaces alimentaires, aux grandes surfaces spécialisées. Donc vous connaissez tous Leclerc, Carrefour, Boulanger, Fnac et j'en oublie. Nous avons un catalogue de 3000 références environ. C'est très simple, on vend aussi bien du clavier et de la souris, tout ce qui est autour de l'ordinateur, sauf des ordinateurs et des imprimantes. Nous sommes près de 50 collaborateurs et on a fait 46 millions d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars 2020, qui est notre date de clôture. Nous sommes basés dans le Nord-Isère, à Saint-Quentin-Falavier, c'est très proche de Lyon. Et nous avons nos bureaux qui sont adossés à une plateforme logistique aujourd'hui. Donc, on a une progression importante sur les dernières années, puisque nous avons réalisé 2 croissances externes, une en 2015 et la seconde en 2017. Ça nous a permis de faire un saut en avant, je dirais, en termes de chiffre d'affaires. Forcément avec un peu d'endettement puisqu'on a 2 LBO. Aujourd'hui, on a une grosse partie de nos achats qui se fait en import asiatique, donc particulièrement la Chine. Et forcément, ça nécessite un BFR très important puisqu'on est contraint de stocker pour plusieurs mois les produits. Merci Olivier pour cette première présentation. Alors, une question maintenant d'actualité. Que s'est-il passé pour Trax Distribution quand tout s'est arrêté? Comment avez-vous réagi? C'est arrêté du jour au lendemain, c'était un grand choc puisque nos clients ont fermé leurs magasins, sauf les grandes surfaces alimentaires, mais néanmoins, elles sont concentrées sur l'alimentaire et elles ont arrêté toute la partie qui nous concerne, c'est-à-dire l'électronique grand public. On s'est retrouvé avec des collaborateurs en télétravail, sans chiffre d'affaires, sauf le e-commerce puisqu'on sera avec la marketplace. Donc, le digital, bien évidemment, a explosé, pas de problème, mais
Mais en revanche, ça n'a absolument pas comblé, c'était tout loin de combler nos ventes en grande surface spécialisée et en grande surface alimentaire. Donc, c'est très simple. On s'est retrouvé avec pas ou peu de chiffre d'affaires, des échéances fournisseurs qui tombaient. Donc, on s'est retrouvé dans une situation de trésorerie qui a fondu comme neige au soleil. On a été obligé de recourir aux aides de l'État, donc le PGE, pour pouvoir reconstruire notre fonds de roulement et pour repartir sur des basses saines post-confinement. Donc, notre balance fournisseur, elle baisse à vue d'œil parce qu'on continue à payer bien évidemment nos fournisseurs. Mais en revanche, on ne remplissait pas notre balance client puisqu'on facturait très, très peu. Malgré le fait qu'on ne générait plus tout le chiffre d'affaires, il a bien fallu payer les charges. Et c'est là que notre fonds de roulement qu'on a mis 10 ans pour construire, on l'a vu s'évaporer jusqu'à l'obtention des PGE. Alors, Olivier, face à la crise, quel levier a utilisé Trax Distribution? Nous, on a sollicité deux PGE, le premier à 2,9 millions d'euros, le deuxième à 1,4 million d'euros. Alors, ça n'a pas été simple parce qu'on a été abreuvé d'informations de tout le monde, nos experts comptables, nos syndicats, les MEDEF, les avocats, les banques, donc la presse économique. Donc, c'est sûr que je crois qu'on était tous dans la même situation en tant qu'entrepreneurs et ceux qui nous regardent, nous écoutent. Donc, ça a été pas simple. Alors, apparemment, effectivement, on a fait partie des premiers à contracter un PGE. Donc, ça a été assez atypique puisque aussi bien les banques que nous, on a tous appris un petit peu en même temps. Alors, les déblocages ont été assez longs puisque entre la signature et le déblocage des fonds, il s'est passé près d'un mois. Il faut bien comprendre que nous, on avait besoin en fait d'un accord de l'ensemble de notre pool bancaire pour pouvoir obtenir ces PGE. Donc, on a attendu parce que certaines banques ont été beaucoup plus longues que les autres et encore une fois, c'est pas pour flatter BNP Paribas, mais BNP Paribas était la banque certainement la plus réactive, tant aussi bien au niveau des signatures des prêts qu'au niveau des déblocages des fonds. Donc, de façon générale, je tiens à souligner quand même qu'on a eu un accompagnement vraiment bienveillant de la part de nos partenaires bancaires. Et puis, on dit toujours, Clément, que vous êtes des sauvages sans concession. Je tiens à souligner que tout le monde, dans ces moments très, très difficiles, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça a été bien, bien compliqué. Tout le monde a été à l'écoute, disponible et bienveillant. Une toute dernière question, Olivier. Pourquoi avoir choisi la solution de l'affacturage? Déjà, en préambule, je tiens à préciser que l'affacturage, c'est pas une solution qui est dédiée aux entreprises en difficulté. Nous ne sommes pas une entreprise en difficulté et je crois que c'est surtout une contre-vérité. Au contraire, pour nous, cette technique de financement, elle est fort utile pour accompagner la croissance. Faut bien comprendre que en temps normal, nous avons une croissance à 2 chiffres. C'est très, très gourmand en cash à court terme et ça entraîne automatiquement une augmentation de notre BFR. Pour nous, le recours à l'affacturage, ça nous permet de renforcer notre fonds de roulement, de sécuriser notre développement. C'est très, très important pour nous. C'est une solution qui est extrêmement rapide. Tous les entrepreneurs vont vite le comprendre. Nous facturons le matin. L'après-midi, j'ai le cash. Je crois que ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Je n'attends pas les 45, 60, voire les 75 jours. Le cash, on l'a le jour même. Aujourd'hui, ça, c'est très, très important. Et puis, il faut bien remettre en perspective des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous, on a 15 millions d'euros de lignes chez BNP Paribas Factor. Alors, 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 3 millions d'euros de fonds propres. Je défie n'importe quel entrepreneur qui m'écoute d'aller chercher 15 millions d'euros de lignes. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, c'est quasiment impossible et ça permet, je dirais, de pouvoir se concentrer et d'aller moins se battre sur des petites lignes à court terme, d'aller chercher 50 000 euros dans la difficulté. En tout cas, dans le cadre aujourd'hui de la crise sanitaire, pour nous, la problématique a été complètement différente puisque sans facturation possible, la seule option, c'était aujourd'hui d'aller massivement sur le recouvrement pour débloquer du fonds de garantie. Donc, c'était le seul moyen pour nous de générer du cash. Je précise que nous avons choisi de garder le mandat de recouvrement. Donc, pendant le confinement, nos équipes ont été mises au chômage partiel au niveau de la vente et des autres services. Mais le service financier, quant à lui, était vraiment sur le pont pour relancer nos clients. Et puis, ça nous a permis aussi d'optimiser le process. Donc, je précise aussi qu'on a collaboré étroitement avec BNP Paribas Factor, qui, au fur et à mesure, nous a débloqué des fonds, même avec des prévisions aujourd'hui de règlement de nos clients.
Il y a aussi forcément des rétentions pour les comptes de garantie où on a obtenu, je dirais, des exceptions. C'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous. C'est une relation de confiance qu'on a eue. Pour moi, c'est une banque dans la banque. Et puis, effectivement, au niveau des respects des délais de paiement de nos fournisseurs, on avait besoin de cash. Donc ça, pour nous, ça a été très important puisqu'il y a aussi l'objet assurance crédit de l'autre côté. C'est-à-dire que nous aussi, on nous assure. Il était très important qu'on puisse se respecter pour pas subir aujourd'hui des pertes à ce niveau-là. Donc, en tout cas, nos clients ont payé correctement dans la plupart des cas, les GSA et les grandes surfaces spécialisées. Ils ont respecté globalement leurs engagements, qui n'était pas le cas pour la plupart des entreprises. Bref, en tout cas, les volumes pendant le Covid ont été très, très affectés. Mais encore une fois, BNP Paribas Factor nous a quand même débloqué des fonds de manière hebdomadaire pour nous aider à assurer ces échéances. Et puis, pour la facturage, qu'est-ce que je vois aussi comme avantage? Effectivement, il faut savoir que c'est une sécurité supplémentaire pour nous, puisque nous, on assure directement nos clients auprès de BNP Paribas Factor. Alors, on l'a fait aussi pour effectivement sécuriser, mais on assurait auparavant directement chez un grand assureur de la place. Mais les offres BNP Paribas Factor sont bien plus compétitives en termes de prix aujourd'hui directement avec eux plutôt que les assureurs. Donc, on est assuré. Et en plus, ça nous coûte beaucoup moins cher. Merci Olivier, on vous souhaite bon courage et bonne continuation. On poursuit en direct les témoignages des clients. Alors, on accueille à présent Élodie Lebris, qui est responsable financier pour Proxiserve. Un mot, tout d'abord, Élodie, Proxiserve, c'est une société qui fait du service à l'habitat, chauffage, plomberie et puis pose de compteurs pour ensuite faire des relèves et la répartition d'eau. Voilà. Et alors, vous m'avez raconté en toute confidence, mais on va le dire à tout le monde, que la partie dont vous étiez responsable était assez mal vue. Et puis tout d'un coup, par la digitalisation, par un certain nombre de solutions assez rapidement imposées, que vous allez nous raconter, vous êtes devenu le bon élève. Exactement. On était la pire des régions de la société Proxiserve. Je le dis, en termes de délai de paiement. Et ce qui m'a valu un audit de la direction générale par un auditeur externe et donc une proposition de solution pour s'améliorer. Et effectivement, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans le groupe pour la gestion du recouvrement, il vient en formation chez moi. Jérôme. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir Créansoft? Vous avez fait un appel d'offres, vous avez regardé le marché. Qu'est-ce qui vous a amené à… Pas du tout. Donc, nous, on utilise Mathis depuis 2013-2014. En fait, c'est suite à cet audit externe. J'ai eu un auditeur qui est venu pendant 6 mois. Regarder comment on travaillait et ils travaillaient avec eux, avaient l'habitude de travailler avec Mathis, donc Créansoft. Et donc, ils nous ont conseillé cet outil et voilà, on est parti dessus après avoir regardé et toute l'organisation et l'outil. En fait, ça a été un tout. Oui, c'est pas à l'aveugle. Absolument. C'était vraiment un tout et conseillé par cet audit externe. Et ça a été long à mettre en place? Vous avez… Non, pas très long du tout. Quelques semaines. Après, il y a le temps de formation, etc. L'outil en soi est vraiment pas compliqué à mettre en place. C'est plutôt l'évangélisation du cash en interne et en externe qui prend du temps. Vous avez vraiment divisé par 2 le délai de règlement? Absolument. Par 2? Par 2. On est parti de 80 jours. On était très mauvais, je vous avais dit. Et on est aujourd'hui entre 35 et 40. Voilà. Et donc, ça s'est fait les 6 premiers mois, 10 jours de moins, 20 jours. Et pour terminer, à diviser par 2 en 18 mois. En 18 mois. Voilà. Et on peut utiliser cet outil en télétravail? Absolument, c'est en web, accès web. Et en fait, il est vraiment très visuel, très pratique et très facile d'accès si vous êtes un petit peu habitué aux outils digitaux. Donc, pas de sujet sur l'utilisation. Très bien. Combien vous avez de clients pour nous éclairer? Alors, le groupe, 50 000. Aujourd'hui, il y en a 6 000 avec des factures. Moi, sur ma région, puisque je suis qu'une partie de ce groupe-là. C'était 3 000 région Ouest. C'était 3 000 clients en B2B et 25 000 en B2C. Vous avez également confié qu'il y a une dimension psychologique et une énergie énorme à mettre pour que tout ça rentre dans tous les rouages en même temps. Exactement. En fait, un seul outil ne suffit pas. Il faut une volonté, une équipe et un outil. Voilà. Si un de ces 3 piliers manque, on est bancal. Le tabouret tombe. Voilà.
Et l'outil était bien approprié par vos équipes. Il y a eu un accompagnement. Oui, plutôt preneur parce qu'on était sur Excel avant. Donc, quand vous gérez du Excel pour faire de la relance, c'est un changement de monde. Là. Voilà. Donc, mes chargés de recouvrement ont plutôt apprécié d'avoir des outils et les équipes en interne aussi, puisque du coup, on a professionnalisé la relance vis-à-vis des clients. On s'est retrouvé avec des jolis courriers, avec une boucle de courrier qui tenait la route, différenciée en fonction de la typologie des clients, puisqu'il y a du B2B, du B2C. Et donc, tout le monde a apprécié en fait de se concentrer sur la recherche de la créance, faire aboutir les litiges plutôt que de chercher qu'est-ce qu'on doit et comment je fais pour le réclamer. C'est ça, en fait, la relation avec le client a aussi avec le fournisseur a beaucoup changé. Vous disiez, quand on a préparé ça, il faut inverser la relation, il faut essayer d'établir une relation véritablement de confiance dans les deux sens. Exactement. Nos clients aujourd'hui, je pense, en interne, tout le monde avait peur. Hein. Quand on dit un financier va faire du recouvrement, tout le monde panique. En fait, les financiers savent et ont plaisir à protéger la relation client. Et du coup, d'aller vers le client pour une relance, ils nous disaient leur problème. En fait, s'ils ne payent pas, c'est qu'il y a un litige, voilà, et que ce n'était pas répondu en interne. Et donc, on prend cette question et on la fait résoudre en interne. Donc, pour finir, le client est plutôt content, à la fois qu'on ait résolu son problème et quand on l'appelle la fois d'après, il répond avec plus de plaisir. Voilà. Oui, il y a vraiment une démarche de qualité interne aussi, hein, parce que vous détectez les litiges, vous détectez un certain nombre de choses grâce à cet outil également. Ah, c'est énorme. Et je dis, c'est un vrai travail d'équipe. Le chargé de recouvrement ou la finance est en charge de vraiment détecter et de qualifier. Donc, le mieux est la qualification. Le plus ça va vite ensuite en interne. On apporte ça sur un plateau à la personne qui doit mener l'action pour résoudre le problème. Et le plus vite tout ça va, le plus vite on a la créance qui rentre. Et les tableaux de bord sont assez très visuels, vraiment très facile d'accès. Le matin, quand vous arrivez, vous savez ce que vous avez à faire, le type de relance que vous avez à faire, si c'est de la mise en demeure, combien, si c'est plutôt du mail, plutôt voilà des appels. Donc et il y a tout l'historique. On a vraiment une facilité de qualification, de savoir où on en est dans cet outil qui est très rapide en fait, qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire la relation client et interne pour faire aboutir. Une dernière question d'actualité, sauf si… Non, vas-y. Une dernière question d'actualité, de savoir comment vous avez passé la première phase de la crise Covid et comment vous vous préparez au choc suivant. Bah, écoutez, plutôt pas mal pour l'instant. Tant mieux. Oui, on est une entreprise résiliente avec plutôt les travaux, ça s'est moins bien passé évidemment. Le chiffre d'affaires est en baisse, etc. Mais on a su, avec le chômage partiel, ne pas dépenser les fournitures à ce moment-là. Et on a toute une partie qui est résiliente, qui est sur du contrat d'entretien. Donc, on s'organise maintenant pour honorer ces contrats et pour être au rendez-vous de ce que les clients attendent. Donc, pour l'instant, ça va. Effectivement, les gains de contrat ne sont pas au rendez-vous en B2C pour l'instant, mais en tout cas en B2B, on va passer la fin de l'année plutôt sereinement. Eh bien, je vous remercie, Elodie Lebris. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, on fait une toute petite pause et on retrouve un autre client qui nous parle de la meilleure façon de raccourcir les délais de paiement, en tout cas de les maîtriser. Retour en direct sur ce plateau des 7e assises des délais de paiement. Laurent Playez nous a rejoint, on l'a entendu tout à l'heure nous parler de l'offre d'American Express, et il vient nous présenter lui-même un de ses clients, c'est Étienne Vatel de la société qui va s'indiquer juste derrière lui. On l'écoute, Étienne.
Bonjour Étienne Valtel. Bonjour. Donc Étienne Valtel, vous êtes directeur général de la société Enence. Donc ce que je vais vous demander peut-être, c'est de nous présenter la société Enence. Oui. Alors Enence, c'est une jeune structure puisque c'est une structure qui a vu le jour en 2015. Nous sommes 2 associés, donc je suis directeur général et Mohamed Benama est le président de la structure. Nous avons travaillé avant Enence 8 ans ensemble et on a pu voir qu'on était complémentaires et ça nous a permis de fonder cette structure. À la base, on a démarré sur une activité biocarburant et qui dit biocarburant dit aussi carburant. Et l'un des gros challenges que nous avons relevés au début de la création d'Enence, c'est le redémarrage d'un dépôt pétrolier situé à Bayonne. Voilà, c'est une mise en place qui a mis un peu de temps avant de bien démarrer, mais qui nous a permis d'avoir une croissance assez forte, qui a d'ailleurs été récompensée par les Échos, puisque nous avons reçu en 2020 un prix suite au classement des champions de la croissance 2020. En fait, c'est un classement qui est fait chaque année par les Échos en partenariat avec Statista. Et cette année, on a été classé 2e sur les 500 entreprises qui ont connu la plus forte performance entre 2015 et 2018. Voilà. Oui, je vous disais Bayonne, c'est notre principale activité. On a développé en 2019 aussi pôle certificat d'économie d'énergie, où nous agissons en fait pour la rénovation énergétique dans les bâtiments et puis chez les industriels, dans les copropriétés, etc. Et dernièrement, cette année, nous avons créé une nouvelle structure qui s'appelle Altens, qui est dédiée aux carburants alternatifs, afin d'aider à décarboner le transport. Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci. Donc, on peut malheureusement pas éviter le sujet du Covid. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte de votre entreprise face à cette période Covid, à la fois la période Covid et post-Covid, si on peut parler de post-Covid aujourd'hui? Bien sûr. Alors, sur la période de début de confinement, bien sûr, on a été très fortement impacté puisque comme notre activité principale est liée au carburant, le fait qu'il y ait un confinement, ça a créé un arrêt des ventes. Quelque part, on a eu un peu de chance parce que on a quand même une entreprise un peu diversifiée. Et on a eu des ventes additionnelles sur la partie combustible, puisque le prix bas du baril a fait des achats d'opportunités. On va dire que beaucoup de particuliers ont rempli leur cuve de fuel domestique en profitant d'un prix d'achat assez bas. Et puis, notre partie, par contre, rénovation énergétique, donc rénovation des bâtiments, a pris le relais dès la fin du confinement, puisque ça, c'est quelque chose qui a eu un gros rattrapage d'activité. Et finalement, l'un dans l'autre, en fait, on peut dire qu'Enence n'a pas subi d'impact fort du Covid, puisque en termes de volume de vente, on fait encore plus de 10% en 2020 par rapport à 2019. Très bien, donc c'est plutôt très positif. Donc, quand nous avons préparé ensemble cet échange, vous m'aviez mentionné des pratiques en termes de délai de paiement qui étaient assez atypiques et je pense qu'il était important peut-être que vous puissiez les évoquer puisqu'il y a dans votre domaine d'activité des pratiques qui sont très courtes sur les délais de paiement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Nous, ça nous semble naturel parce qu'on vit là-dedans depuis longtemps, mais il est vrai qu'on a un cycle très court parce que globalement, nos clients nous payent à 10 jours et nous payons nos fournisseurs à 10 jours. Donc, effectivement, il y a des rotations du cycle en fait très, très rapides. Donc, c'est important effectivement aussi parce que on est dans un petit marché. Les acteurs du monde pétrolier en France se comptent sur les doigts de deux mains, on va dire, mais il y a un fort besoin effectivement de confiance dans le paiement et ce paiement rapide aussi en fait partie.
puisqu'il permet effectivement de garantir un paiement assez rapidement aux fournisseurs, de constater les flux financiers de façon continue en fait. Ça veut dire aussi que en cas de pointe, on va dire, de consommation, effectivement, il y a des besoins de financement qui sont assez importants et on a besoin de réagir vite, aussi bien pour répondre à nos clients et puis d'être capable d'acheter et de saisir des opportunités quand elles se présentent. Et justement, Étienne, c'est dans ce cadre que vous avez mis en place la solution avec American Express. Est-ce que vous pouvez nous dire justement pourquoi et comment vous avez mis celle-ci en place? Oui, bien sûr. Alors pour nous, il y avait deux éléments importants en fait. Le premier, c'est de pouvoir, comme je vous l'ai dit, de pouvoir être capable d'agir rapidement sur le marché, de répondre à nos clients de façon efficace. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Et aussi, sur cette partie rénovation énergétique, c'était important pour nous aussi d'accompagner nos installateurs partenaires. Je m'explique. Ces installateurs préfinancent le matériel, les isolants, etc. Et ils payent forcément leurs salariés pour mettre en place ces isolations. Si on veut les aider pour pouvoir être plus performants, plus efficaces et donc de répondre à un plus grand nombre de chantiers, il est nécessaire de les accompagner aussi sur ce délai de paiement en étant capable de réduire les délais de financement, voire même de les prépayer sur certains chantiers. Donc ça, c'est quelque chose que la solution Amex nous permet de facilement mettre en œuvre, puisque en fait, c'est une solution sur laquelle nous avons la main entièrement. Donc, on choisit les partenaires qu'on inscrit dans la solution et on choisit surtout les factures que l'on veut faire passer via la plateforme. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on utilise aussi le facturage. Mais la problématique de la facturage, c'est que en fait, on s'engage à apporter l'intégralité du poste client du client qu'on apporte au facteur, alors que via la solution Amex, on choisit vraiment facture par facture si on veut la mettre en place dans la plateforme ou pas. Ça, c'est quelque chose d'important parce que parfois, on n'a pas forcément besoin de trésorerie et donc on n'a pas nécessité d'intégrer la facture et donc c'est quelque chose qui a zéro coût en fait tant qu'on l'utilise pas. Oui, tout à fait. Et quel type de fournisseurs? Est-ce qu'il y a des fournisseurs uniquement en France? Est-ce qu'il y a des fournisseurs à l'étranger aujourd'hui dans les fournisseurs que vous utilisez? Alors c'est vrai que nous, dans la partie pétrole, on travaille beaucoup avec une multitude de fournisseurs européens. Donc, nous avons choisi d'intégrer dans la plateforme aussi bien des fournisseurs espagnols que hollandais, belges, anglais, etc. Donc, ça, c'est l'avantage aussi. On peut traiter avec des fournisseurs extérieurs. On peut même utiliser des devises. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de nos factures sont en euros, mais on a quand même prévu la possibilité de payer en devises dans la plateforme, au cas où on déciderait effectivement de basculer, par exemple, avec des paiements en dollars, ce qui se fait régulièrement dans nos métiers. Très bien. Très, très bien. Écoutez, Étienne Vantel, merci encore pour cet échange et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous les deux et à très bientôt, en effet, je l'espère. Toujours avec Jérôme Mondrian, on continue d'aller à la rencontre d'un certain nombre de clients des entreprises que nous vous avons présentées en début d'après-midi. Et nous partons cette fois-ci, Jérôme, du côté de l'Atlantique. Eh oui, c'est la personne qui va intervenir s'appelle Thierry Pralon, responsable comptable des chantiers de l'Atlantique. Thierry, êtes-vous là? Oui, Thierry, êtes-vous là? Je suis là. Bonjour Jérôme, bonjour Rachid, je vous entends bien. Bonjour Thierry. Eh bien écoutez, très content de vous recevoir. Vous allez nous parler d'une solution que vous avez mis en place, qui est la solution Xcare. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous expliquiez comment vous avez choisi cette solution, qu'est-ce qu'elle vous a apporté et les progrès qui ont pu être réalisés grâce à elle. Absolument. Alors juste, je vais rapidement présenter la société pour ceux qui la connaissent pas. Donc, Chantier d'Atlantique, on fait de la construction navale.
On fait des paquebots, hein, il y en a derrière moi, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, on fait des gros paquebots. On fait des bateaux militaires et on fait aussi un petit peu dans la diversification ce qu'on appelle des sous-stations électriques pour l'éolien en mer. Voilà. On fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires. On gère au niveau de nos factures fournisseurs 90 000 factures par an. Et la problématique qu'on avait, c'est qu'on avait une grosse volumétrie, qu'on doit respecter les délais de paiement. On a eu un audit de la DGCCRF il y a 3 ans, où on était en train de mettre en place un nouveau système d'information. Donc à ce moment-là, on était en train de changer le système d'information. On n'a pas forcément bien respecté, assez bien respecté les délais de paiement. Donc à l'époque, on payait 70% de nos factures à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de progresser pour essayer d'atteindre les 100%, même si c'est très difficile d'atteindre 100% des factures payées à l'heure. Et donc, l'idée, c'était un petit peu de dématérialiser tout notre processus. On avait un processus papier très, très long, qui nécessitait beaucoup d'interventions, beaucoup de tâches. Et comptabiliser des factures fournisseurs, qu'on en a 90 000 par an, c'est un peu une course de vitesse. Et ça peut être assez complexe. Il peut toujours avoir des anomalies qui arrivent. Donc, l'idée, c'était de simplifier ce process à travers la dématérialisation. Voilà. Et on a utilisé la solution Esker. Alors après, moi, je voulais surtout parler de comment Esker nous avait aidé pendant le confinement. Exactement. Parce que Esker, ça marche bien, expliquer comment ça a été mis en place. Bon, ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Là, on est un peut-être pas des heures. Peut-être pas des heures. Je sais que je n'ai que 10 minutes, c'est pour ça. Donc là, je voulais un petit peu parler du confinement et comment, en fait, cette solution de dématérialisation nous avait franchement aidé dans un contexte un petit peu complexe. Donc, on parle du premier confinement, celui du mois de mars, où on s'est retrouvé avec une vingtaine de personnes de la comptabilité qui sont retrouvées en télétravail du jour au lendemain sans avoir forcément l'habitude de faire du télétravail. Donc, nécessité de s'organiser, nécessité de prioriser nos tâches à la comptabilité. Très vite, la priorisation était assez simple. On avait 3 priorités à la comptabilité à ce moment-là, qui étaient de payer nos salariés, payer nos fournisseurs, et pour pouvoir payer à la fois nos salariés, payer nos fournisseurs, encaisser nos clients. Donc, on a priorisé nos tâches. À la comptabilité fournisseur, l'objectif, c'était de pouvoir payer les fournisseurs dans les temps. On avait mené un certain nombre d'actions depuis 3 ans, notamment avec nos outils de dématérialisation avec Esker. Et l'idée, c'était de pouvoir poursuivre nos efforts, voire pouvoir faire encore mieux. Au début du confinement, on payait 91-92% de nos factures à l'heure, ce qui est pas mal, mais on pense pouvoir faire mieux encore aujourd'hui et on voulait faire mieux. Et donc, l'idée, début de confinement, c'est projet presque d'entreprise. On a mobilisé toute la comptabilité, on a communiqué au sein de l'entreprise pour dire notre priorité, c'est de payer nos fournisseurs à l'heure parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à cause du confinement. Et essayons de ne pas leur rajouter une difficulté supplémentaire avec des difficultés de trésorerie, sachant que les paiements fournisseurs qu'on fait à nos fournisseurs servent souvent à payer les salaires et que donc tout retard de paiement par notre part, on est un donneur d'ordre, on a beaucoup de fournisseurs, tout retard de notre part peut engendrer des retards de paiement au niveau des salaires. On retrouve là, mais on trouve là vraiment la solidarité des gens de mer, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Hein. Absolument. Parce qu'on dit, on est tous dans le même bateau. Oui. L'idée, c'était vraiment de pouvoir payer tous nos fournisseurs. Donc, première chose, on a à peu près 90 000 factures par an, 28 000 factures par mois. On s'est dit, on va se mettre un petit challenge interne qui va être, on va essayer de battre sur ce mois de mars qui est un petit peu atypique avec ce confinement, le nombre de factures comptabilisées. Le précédent record était à 7 000 factures comptabilisées sur un mois donné. Et donc là, on a senti qu'on avait un potentiel de pouvoir atteindre les 8 000. Donc, on s'est mis un petit challenge interne avec comme récompense des galettes Saint-Michel, puisque Saint-Michel Chef est juste en face de nous. Et donc, on n'a pas forcément des gros moyens, mais la récompense, c'était des galettes Saint-Michel si on arrivait à battre ce challenge. On a communiqué beaucoup en entreprise parce que l'une des difficultés, en tant que responsable comptable, et je vais parler en tant que pour l'ensemble des responsables comptables en partie, l'une des difficultés qu'on a, on souhaite payer les factures à l'heure, mais des fois on a des difficultés pour les payer, soit parce qu'on n'a pas reçu la facture, soit parce qu'on l'a reçue tardivement, soit parce qu'on a des problèmes de réception entre guillemets, c'est-à-dire il nous manque des informations pour payer la facture, on ne peut pas saisir une facture simplement, ça demande la comptabilisation d'une facture peut être des fois très complexe, on a besoin d'un ensemble de documents pour pouvoir les valider, notamment en termes de contrôle interne. Donc, il faut qu'on mobilise, en fait, ce n'est pas seulement la comptabilité au sein d'une entreprise qui va comptabiliser et payer les factures, c'est un ensemble c'est presque l'ensemble des personnes de l'entreprise, à la fois des gens techniques, à la fois des acheteurs qui vont intervenir dans l'ensemble de ce processus. Donc, on a souhaité les mobiliser très, très tôt en les informant. Avec l'outil Esker qu'on a en place, on peut facilement les relancer. Donc, on a relancé à peu près 500 valideurs de factures au début du fournisseur, de 500 valideurs au début du confinement pour leur dire n'oubliez pas, même si vous êtes confinés, de valider vos factures parce que derrière, il y a des sous-traitants et des fournisseurs qui attendent leur paiement. On a communiqué au sein de l'entreprise en disant
certes, il y a le confinement, mais la comptabilité reste ouverte et continue à traiter les factures. Avec la solution Iscare, on avait mis en place ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on demandait à nos fournisseurs de nous envoyer, si possible, leurs factures par email et non plus par papier. Vous l'avez évoqué dans quelques sujets avant, certaines factures envoyées par courrier peuvent rester sur un bureau, entre guillemets, confiné pendant des jours si la personne qui l'a reçue ne la transmet pas à la comptabilité. Donc, en début de confinement, on avait à peu près 80% de nos factures qui ont été reçues par email. Le confinement nous a permis d'élargir et d'agrandir ce nombre de factures par email, puisqu'aujourd'hui, on a 90% de factures reçues par email. Et le fait, en fait, de recevoir ces factures par email et de pouvoir les intégrer dans un système sans avoir besoin de les imprimer, nous permet, en fait, de les traiter beaucoup plus rapidement. J'expliquais en début que c'était une sorte de course de vitesse, la comptabilisation des factures, et le fait de les recevoir rapidement par email plutôt que par courrier nous permet de les traiter rapidement. Donc, le confinement nous a permis, je vous laisse parler un petit peu. Le confinement vous nous aviez prévenu. Hein. Je vous avais prévenu, oui. Le confinement nous a permis finalement de battre ce record de 8000 factures. Donc, on est assez fiers de prouver que malgré le confinement, avec un outil de dématérialisation comme Iscare, on pouvait finalement travailler facilement en télétravail depuis chez nous et pouvoir continuer une certaine productivité malgré les difficultés liées à tout ce qui était télétravail. Et par rapport à ça, sur le mois d'avril, sur le mois de mars et sur le mois d'avril, finalement, on a réussi à payer 94% de nos factures à l'heure. Ce qui n'est pas 100% certes, mais tout à l'heure, vous parliez des anomalies qui étaient à peu près de 30%. Nous, on a un taux d'anomalie, entre guillemets, sur les retards de paiement de 5 à 6%. Voilà. Non, franchement, alors là, je voulais vous dire, vous êtes vraiment une entreprise solidaire, c'est très bien ce que vous faites, le plan d'action que vous avez mis en place, l'intervention que vous avez fait vraiment à votre honneur et avec cet outil. Mais aussi, je voulais juste une dernière question. Quand on met en place ce type d'outil, on repense tout le process. Vous avez parlé de validation, vous avez parlé de réception, etc. et autres. Ça vous a sûrement aidé à repenser le process ou du moins le retracer. Oui, alors quand on a en fait, avant de lancer l'outil, avant de prendre l'outil de dématérialisation, on avait décrit un petit peu notre fonctionnement avant sous un format papier. On avait estimé que la comptabilisation d'une facture, ça représentait à peu près une quinzaine de tâches, ça impliquait 4 personnes et ça nous revenait à 15 €. C'est-à-dire le coût d'une comptabilisation d'une facture revenait à 15 €. Donc, comme j'expliquais, c'est une course de vitesse, c'est la comptabilisation du facture pour pouvoir payer nos fournisseurs à l'heure. Et effectivement, l'outil de dématérialisation qu'on a avec la possibilité de recevoir les factures par email, de refaire de la reconnaissance de texte, d'OCR, d'enlever tout ce qui est saisi, puisque finalement, c'est l'outil qui fait ça, nous a fait gagner beaucoup de temps et nous a simplifié la tâche. Merci infiniment pour ce témoignage très concret. Et en plus, c'est vrai que vous nous avez présenté une façon de vivre la crise précédente. Moi, j'ai simplement envie de vous dire, plutôt que de faire des prévisions, j'ai envie de vous dire bon vent avec ce qui arrive. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Thierry. Une bonne soirée à vous tous. Au revoir. On continue. Un autre témoignage qui nous attend. On continue de se promener un peu partout en France. C'est un client de Sage qui doit être prêt. C'est Alexis Kuznik du groupe. Alors, on ira voir Alexis dans quelques secondes. Voilà, là, on fait une petite pause. Voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit.
On est toujours en direct et on continue d'aller à la rencontre des clients des entreprises qui sont venues nous présenter leurs solutions en début d'après-midi. Et on en rejoint un tout dernier pour ce début de soirée, qui est un client de Sage, qui est Alexis Kuznik du groupe IRCAM. Vous êtes là? Bonsoir Alexis. Oui, bonjour à vous deux. Bonsoir Alexis. Je vous remets entre les mains expertes de Jérôme Mandrillon. Bonsoir Alexis. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre entreprise? Deuxième point, comment avez-vous, votre entreprise a traversé effectivement cette crise du Covid et qu'est-ce qui vous a amené à prendre cet outil Sage et comment vous l'utilisez tout à fait entièrement? Ok, très bien. Donc le groupe IRCAM, c'est un groupe qui est spécialiste des services et du conseil sur l'optimisation du poste client, qui a un peu plus de 25 ans d'expérience, qui est basé entre Toulouse et Montpellier. Et on va avoir la particularité, en travaillant sur l'optimisation du poste client, de ne pas utiliser Sage et Loficash comme un outil de relance chez nous, mais en fait comme notre outil métier et un outil de production. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'Eloficash qui tournent au sein de nos équipes pour faire de la relance amiable en marque blanche pour nos clients à nous, pour nos clients partenaires. Donc, on a vraiment des équipes de recouvrement et de relance qui vont utiliser l'outil au quotidien. Et c'est vraiment la particularité du groupe IRCAM aujourd'hui par rapport à Sage et Loficash. Sur les tendances pendant la crise, ce qu'on a perçu surtout du côté de nos clients partenaires, c'est qu'il y a une vraie inquiétude qui est grandissante et ça a été abordé plusieurs fois pendant la journée. C'est le taux de défaillance extrêmement faible cette année, lié notamment aux aides qui sont apportées aux entreprises et cette vraie crainte sur 2021 d'un raz-de-marée, d'un tsunami qui arriverait d'un seul coup. Et la question qui revient beaucoup de la part de nos clients, c'est comment justement gérer ce risque sans freiner le business. Et c'est là en ce moment qu'on est énormément sollicité sur des prestations de relance et principalement également de pré-relance pour récupérer de l'information côté client débiteur et également pour en faire rentrer du cash, puisque tout ce qui est déjà rentré n'est plus à faire rentrer dans les semaines à venir. C'est quelque chose qui est vraiment important en ce moment et c'est là où les outils prennent aussi toutes leurs mesures, que ça soit des outils de gestion de risque ou des outils de relance type Sage et Loficash. Vous arrivez à qualifier comme ça correctement les clients de vos clients, à adapter votre relance en marque blanche, j'insiste là-dessus, donc vous relancez pour vos clients et vous arrivez à travers cet outil à faire remonter l'information qualitative vers vos propres clients. Et exactement, aujourd'hui, nous, notre rôle, il est double. Il y a un rôle qui est purement quantitatif, qui est de faire rentrer du cash, et il y a un rôle qui est qualitatif, qui est justement qu'est-ce qui se passe chez les clients débiteurs de nos clients, faire remonter cette information et à travers Eloficash, on a la possibilité de tracer l'ensemble de nos actions, de joindre également des documents et derrière d'avoir tout un circuit de gestion des litiges qui favorise la résolution et la vitesse de résolution. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont clés aujourd'hui dans notre activité et qui sont clés pour nos clients partenaires. Parce que dans l'outil Eloficash, on peut gérer, il y a une partie gestion de litige, donc information, suivi, etc., résolution. Complètement. Il va y avoir une partie où à partir du moment où on va détecter le litige, on va pouvoir le codifier pour codifier le motif du litige et justement apporter cet aspect qualité. On va être capable en fin de mois, grâce aux données qu'on va sortir d'Eloficash, de dire à un client, monsieur le client, faites attention, 50% de vos litiges sont par exemple liés à Chorus. C'est donc que vous avez un problème d'exploitation de Chorus de votre côté. Et derrière, de pouvoir lui donner des trucs et astuces pour corriger de son côté. Et en termes d'accélération du processus, l'outil Eloficash vous a vraiment aidé en termes de qualité, en termes d'action et autres? Complètement. L'outil nous a aidé dans la segmentation qu'on va pouvoir employer et dans la définition des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place dans notre relance. L'outil permet aujourd'hui d'avoir des stratégies extrêmement fines par rapport à la typologie de clients qu'on cherche à relancer. Aujourd'hui, on sait tous qu'on ne va pas s'adresser à Orange comme on va s'adresser à une PME locale. Et pareil sur les typologies métiers. Par exemple, dans le contexte de crise aujourd'hui, on ne peut pas relancer de la même façon une société du secteur événementiel qu'une société pharmaceutique.
Et l'Office Cash nous permet très facilement de s'adapter et de prendre en compte ces différentes contraintes. Bien, moi je vous remercie. Je trouve que tous les témoignages qu'on vient d'entendre, d'abord, sont à nouveau très divers, très encourageants dans le fait qu'on cherche tout le temps des solutions. J'avais juste une toute dernière question à vous poser, Alexis, si vous êtes encore là. On voit que, comme beaucoup de sociétés de votre secteur, vous avez réussi à juguler d'une certaine façon la première crise. Comment vous préparez-vous pour la suite ? Justement, on se prépare pour la suite en accompagnant nos clients du mieux possible et en accentuant vraiment les efforts sur un mot-clé, deux mots-clés qui sont la relation client. Aujourd'hui, ça passe par là, c'est avoir du lien avec son client, obtenir de l'information la plus précise possible, le plus rapidement possible et la mettre à jour en permanence. C'est ce qui va éviter un raz-de-marée de défaillance, c'est ce qui va permettre d'obtenir une meilleure gestion des risques pour signer de nouveaux contrats. Et ça, les outils ont des capacités à récupérer de la donnée pour faire des analyses de risques. Mais par contre, la relation client, ça doit rester quelque chose justement d'humain également. Et l'outil permet d'automatiser tout ce qui est justement sans valeur ajoutée pour que l'humain puisse se concentrer sur cette relation client. Et donc de ne pas briser effectivement la relation client, la relation humaine, qui sera tellement importante au moment de la relance. C'est ce dont on parlera Absolument. Tout à l'heure dans la dernière partie de cette journée. D'un mot, on remercie encore une fois Alexis. Vraiment diversité et variété des choix qui ont été faits. Vraiment intéressant. En tout cas, merci Alexis de votre témoignage avec grand plaisir. Avec l'outil que vous utilisez. Un grand merci à vous. On a du mal. Ils étaient tous tellement innovants et en même temps tellement… Moi, je trouve franchement que là, on a eu une démonstration de traitement du flux client avec les problématiques qu'on a adressées ce matin. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il existe des solutions sur le marché, qu'il était intéressant d'entendre des entreprises qui utilisent ces solutions. Et ça permettra, je le souhaite, à d'autres entreprises de se dire, mais finalement, ça peut être intéressant de voir ces aspects-là. Merci Jérôme, on se retrouve dans une grosse demi-heure pour la dernière ligne droite de ces assises. Il sera question des initiatives pour réussir effectivement la relance économique tout en respectant les délais de paiement. Le prochain rendez-vous donc est dans une trentaine de minutes. Ce sera la dernière ligne droite avant la conclusion de cette longue journée. À tout à l'heure. Thank you.